Aujourd'hui, je te partage le plan d'action complet qui m'a permis de faire passer une étudiante de 6 sur 20 à 18,5 en un mois seulement. Mais ça commence par quoi? Ça commence par un bilan personnalisé en début d'accompagnement. Et on peut voir déjà sa semaine typique. Elle a des révisions tous les jours. Tout est disponible, toute la semaine est disponible. Et pourtant, malgré ça, malgré aucun jour off, elle a uniquement des révisions toute la semaine et pourtant beaucoup de retard. Alors pourquoi est-ce qu'elle a beaucoup de retard? Eh bien, on va aller plus loin, on va aller dans sa journée type. La journée type, c'est un début à 8 heures. Elle se réveille à 8 heures, mais le réveil, c'était une galère. Elle mettait 45 minutes à sortir du lit, pas envie de bosser, la flemme. Elle ne sait pas vraiment pourquoi elle se lève dans la journée. Elle a perdu espoir et elle commence vraiment à réviser vers 9 heures. Mais c'est quoi les révisions? C'est de la lecture du cours, papillonnage. Elle fait une boucle d'échecs, donc ça veut dire qu'elle commence à réviser. Elle voit qu'elle galère. Du coup, ça la décourage. Comme ça la décourage, elle galère encore plus, elle perd confiance en elle, elle continue comme ça toute la journée. Le problème, c'est qu'elle continue jusqu'à très tard le soir, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, parce qu'à cause de la culpabilité et de l'anxiété, elle n'arrivait pas à terminer sa journée. Elle se disait toujours, non, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire. Donc elle va réviser, 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 mais jamais vraiment réviser efficacement et jamais prendre de repos non plus efficacement. Donc elle bosse pas vraiment, ni ne se repose, ni fait quelque chose de productif. Elle est un peu dans la zone grise entre les deux et ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il n'y a pas de vrai travail, il n'y a pas de vrai repos. Elle est dans une boucle de fatigue et de culpabilité tous les jours. Et il y en a plein dans ce cas-là. J'ai reçu plein des étudiants qui sont dans la même situation. Et donc si tu te reconnais, c'est parce qu'il n'y a pas de fin à ton travail. Donc pas de structure dans la journée aussi, ça empêche de bien la débuter. Parce que dis-toi que chaque réflexion empêche l'action. Tu dois garder ta réflexion, ta concentration pour tes révisions. Mais si en te réveillant, tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire, comment le faire, dans quel ordre, c'est quoi ma journée, quel cours je choisis, trop de réflexion et ça empêche l'action. Ça retarde ta mise à l'action et même pendant que tu révises, tu te demandes est-ce que j'ai vraiment bien choisi ce cours? Pourquoi est-ce que je fais celui-là? Et c'est vraiment un bordel, ça génère du papillonnage et ça génère de la procrastination cachée parce que tu vas passer beaucoup de temps à organiser ton cours en te disant bon bah je travaille puisque j'organise ma journée. Mais en fait non, tu vas passer beaucoup de temps à organiser, à choisir, à faire des tâches inutiles au lieu de travailler parce que faire ce travail simple qui demande peu de ressources, ça va t'empêcher d'aller dans le vrai travail complexe qui te demande beaucoup de ressources. Donc c'est ce qu'on appelle la procrastination cachée. Ensuite, une fois qu'on a vu ça dans notre journée type, je vais demander c'est quoi ses niveaux d'attention. Donc à quel moment de la journée son attention est très bonne, à quel moment elle est vraiment fraîche mentalement, elle peut vraiment envoyer du lourd. Et donc on a vu que c'était le matin entre 7h et 10h. Mais c'est pas le cas de tout le monde. J'ai des élèves qui sont chauds dès le matin à 6h, j'ai d'autres élèves qui sont plus chauds en fin de journée vers 18, 19h, 20h et il y en a qui sont un peu entre les deux. Elle, c'était le matin, 7h, 10h, elle envoie du lourd. Elle est plutôt bonne de 10h à midi. Ensuite, ça baisse tout au long de la journée et tu peux voir qu'elle est mauvaise à partir de 17h. Et ça, c'est un gros problème parce que son travail est en conflit avec son rythme de vie. Si on retourne sur les niveaux d'attention, on se rend compte que c'est très bien en gros de 7h à midi. Donc la concentration est au top le matin et elle est au plus mal le soir. Et si tu reviens sur sa journée, tu te rends compte qu'elle se réveille tard le matin et qu'elle révise jusqu'à tard le soir. Donc c'est en totale contradiction. Elle a plus de temps de travail dans le moment où elle a une mauvaise attention et elle a moins de temps de travail dans un moment où elle a beaucoup d'attention. Donc en fait, 1 heure de travail le soir pour elle, ça vaut pas 1 heure de travail le matin. Donc c'est dommage d'investir beaucoup de temps de travail le soir alors que c'est le moment où tu es le moins efficace. Donc il y a une contradiction entre son rythme de vie et son travail. Donc le résultat c'est quoi? Le résultat c'est une fatigue chronique, c'est peu de productivité, c'est une culpabilité en continu, l'absence de repos et c'est de l'anxiété de sommeil. Alors pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là? Parce qu'il n'y a pas de plan cohérent, il n'y a pas de limite de temps de travail. Tu te rappelles de la loi de Parkinson qui dit que moins tu donnes de limites à ton travail, plus il va prendre la place que tu lui donnes. Si tu ne mets pas de limite à ton temps de travail, il va s'étaler sur toute la place que tu lui donnes, c'est-à-dire toute la journée. Si tu te lèves le matin sans limite, tu vas réviser jusqu'à tard le soir. Et comment ça va se passer? Eh bien, tu vas avoir une baisse de productivité, tu vas avoir l'ajout de tâches inutiles et tu vas mettre de la procrastination cachée. Au lieu de bien réviser efficacement, comme tu sais que de toute façon, tu as toute la journée et tu sais que tu vas réviser jusqu'à tard le soir, ta productivité va diminuer parce que tu vas pas être pressé par le temps. Tu vas ajouter des tâches inutiles, tu vas faire des fiches, les recopier, les recolorier, les surligner pour rien. Et tu vas faire de la procrastination cachée, comme on a vu, avec toutes les actions qui sont du faux travail. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu rentres dans un cercle vicieux où tu travailles toute la journée, tu prends aucun plaisir, tu n'as pas de repos, pas de sport, tu es vraiment déprimé tout le temps. Du coup, le soir, tu veux pas te coucher parce que tu veux pas affronter
la journée du lendemain. Donc c'est là où tu vas aller se regarder des vidéos, scroller, regarder des séries, etc. Parce que tu veux pas aller dormir, parce que aller dormir, ça veut dire arriver à demain, et arriver à demain, on veut pas. Donc tu as des difficultés d'endormissement. En plus avec ça, l'anxiété parce que t'es pas satisfait de ta journée. Tu as donc des difficultés de réveil. Le matin, tu as du mal à bosser. Donc tu as des difficultés de révision parce que tu as mal dormi, t'as pas un programme clair, t'arrives pas à bosser. Donc tu travailles toute la journée pour compenser ce manque de productivité et donc aucun plaisir, etc. Et tu rentres dans ce cercle. Et ça a un impact même sur l'hygiène de vie parce que puisqu'elle doit travailler toute la journée, bah, elle faisait aucun sport, aucun loisir. Pourtant, elle aime la lecture qui est assez simple quand même à mettre en place. Elle aime le cinéma et ça c'est important, tu le verras après, plus tard dans la vidéo. Ah, au niveau social, elle était en couple, enfin je crois qu'elle est encore en couple, mais aucune activité de couple. Donc ça veut dire que tu culpabilises parce que t'es pas avec ta famille, t'es pas avec tes enfants si t'as des enfants, t'es pas avec ton conjoint, ta conjointe, ta petite amie, ton petit ami, mais en même temps, c'est pour du travail qui n'est pas vraiment du travail. Donc t'es ni heureux en termes de relations sociales, ni heureux en termes de travail. Au niveau du sommeil, elle avait énormément d'anxiété d'endormissement, elle faisait des attaques de panique dans son lit le soir. Et au niveau de l'alimentation, bah, pas le temps de cuisiner parce qu'il faut réviser toute la journée, donc repas préparés, mauvaise hygiène de vie, voire des fois même elle sautait de repas. Et donc il faut savoir que l'échec entraîne l'échec. Si tu es toujours dans cette boucle, tu vas échouer dans le sport, la vie sociale, les loisirs, l'hygiène de vie, et ça va t'entraîner l'échec dans les méthodes de travail, dans les révisions qui vont entraîner encore plus d'échecs, etc. L'échec entraîne l'échec. Donc avec quelle méthode elle arrivait à ce résultat-là? Au niveau des découvertes, elle jaugeait la quantité de travail à faire à l'œil. En fait, c'est au feeling de la journée. Il n'y avait pas un truc clair, précis, cohérent à mettre en place. Elle faisait bien de la compréhension, donc elle comprenait ses cours. Elle faisait de la lecture active, donc si tu sais pas ce que c'est la lecture active, j'ai fait une vidéo spécialement dessus. Et elle faisait des recherches ultra poussées sur plusieurs cours. Donc en fait, quand elle prenait un cours, elle allait tout le temps dans le pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi et beaucoup trop loin. Et ça en fait, c'était de la procrastination cachée. Parce que c'est plus facile de faire des recherches, d'aller te perdre dans le tréfonds de YouTube, trouver des vidéos explicatives sur un truc qu'en fait tu as compris dès le début, mais tu cherches encore, tu cherches pour éviter d'avancer dans les révisions. Ça, c'est un mécanisme inconscient, mais il faut un œil extérieur qui permet de te dire ah oui, c'est vrai, là, tu fais ça, et à chaque fois, il y a plein d'étudiants qui le font, et c'est avec un œil extérieur qu'on s'en rend compte. Il n'y avait pas de mémorisation dans les découvertes, donc ça, c'était déjà bien. Et ensuite, il faut voir au niveau des systèmes de rappel. Les rappels n'étaient pas prédéterminés, c'est-à-dire que c'était au feeling. C'est quand je pense qu'il faut faire un rappel sur un cours, là, je le fais. Et ça, c'est une grossière erreur, parce que, comme on a vu avant, trop de réflexion empêche l'action. Donc beaucoup de rappels sautent parce qu'elle passe tellement de temps à faire des recherches poussées sur ses cours qu'elle n'a pas le temps de faire de rappels. Et on a vu dans la vidéo sur la mémorisation que les découvertes, ça ne va pas prendre plus de 20-30% de ta journée. Beaucoup de rappels sautent, elle faisait uniquement de la relecture des cours et seulement ceux qui sont considérés comme difficiles. Donc ça c'est subjectif, tu n'as pas un truc automatique. Et dans la vidéo sur la méthode de mémorisation, on voit qu'il n'y a pas de place à la subjectivité. C'est un système qui est automatique, qui est mis en place dès le début. Et surtout, elle ne faisait pas d'exercice. Bah, j'ai pas le temps de faire des exercices parce que toute ma journée est prise par mes recherches, mes découvertes ultra longues et mon perfectionnisme entre guillemets, ok? Mais il faut savoir que c'est pas toi, mais ta méthode qui est débile, et ça c'est ultra important parce que tu vas voir qu'en changeant de méthode, on a changé drastiquement ses résultats. Et on va voir ça en détail. Mais déjà, avant de voir les changements qu'on a appliqués avec elle, je te rappelle qu'il y a un lien dans la description où tu peux prendre directement rendez-vous avec moi pour commencer l'accompagnement et que je puisse t'aider sur le long de tes études pour atteindre les meilleurs résultats que tu puisses avoir. Et tu peux aussi t'inscrire à la newsletter où chaque semaine, enfin je ne vais pas mytho, des fois il y a quelques petites semaines qui sautent, mais j'envoie des conseils exclusifs qui sont trop courts pour entrer dans les vidéos et qui permettent quand même d'ajouter de la valeur pour que tu puisses améliorer tes révisions. Donc maintenant, on passe au plan d'action. Qu'est-ce qui s'est passé? On a joué sur l'hygiène de vie et sur la méthode de travail. Et je les ai mis au même niveau parce que les deux s'imbriquent. Tu peux pas jouer uniquement sur l'un, tu peux pas jouer uniquement sur l'autre. Les deux se rentrent dans un cercle vertueux. Quand tu améliores un, l'autre en profite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc au niveau de l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a fixé l'heure de réveil, on a fait en sorte qu'elle soit cohérente. Si tu es bien, si tu es en forme à 7h du matin, pourquoi tu te réveilles à 8h, 8h30, tu mets 45 minutes à sortir de ton lit? C'est pas cohérent avec ton rythme de travail. Donc on a fixé le réveil. Ensuite, à partir du réveil, on a fixé le coucher. Si tu sais que tu te réveilles par exemple à 7h le matin, et qu'il te faut à peu près 8 heures de sommeil, tu sais qu'à 23h, c'est extinction des feux, tu dois être en train de dormir. Attention, tu ne dois pas te coucher à 23h et ensuite lire dans ton lit, regarder des films, etc. C'est à 23h, tu dois être en train de dormir. Ensuite, on a mis en place un sas de décompression. Si tu dois te coucher à 23h, ça ne veut pas dire que tu dois réviser jusqu'à 23h. Il faut un sas de décompression, un moment dans ta journée où tu peux souffler. Tu peux passer à autre chose, tu peux mettre tes loisirs, tu peux mettre ton sport, tu peux mettre ce que tu veux. Il faut absolument mettre ça en place. Donc les loisirs, ça permet la déconnexion. Il faut arrêter les idées reçues. Le loisir, c'est pas un coût en temps, c'est un investissement. C'est je mets
tant de temps dans mes loisirs et ça va améliorer mon mental, ma productivité. Je vais récupérer ce temps avec même un bonus sur ma méthode de travail. Ensuite, on a mis une heure de fin en respectant la loi de Parkinson. S'il faut un sas de décompression, il faut une heure de fin de travail. Et l'heure de fin de travail, ça devient une loi non négociable. C'est un contrat que tu passes avec toi-même. C'est le matin quand tu te réveilles, tu sais que quoi qu'il arrive, à 7 heures précises, que tu aies fini ton programme ou non, la journée est terminée. Et ça, c'est ultra important parce que sinon, tu as un risque de déraper. Si tu te lèves le matin et que tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, j'avais dit que je finissais à 19 heures, mais si c'est pas fini, bah, tant pis, je passerai à autre chose ou je rajouterai du temps de travail, et ben, t'es foutu parce que tu vas forcément le faire et petit à petit, tu vas gratter. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en place un sport cohérent. Et pourquoi je mets cohérent? Parce qu'on n'est pas là pour préparer une compétition de bodybuilding, on n'est pas là pour faire les Jeux Olympiques, on est là pour faire du sport santé, productivité. Donc ça sert à rien de faire des footings de 2 heures tous les jours, 2-3 fois par semaine, ça suffit largement. Et même la marche, ça suffit. Au début, on a commencé par marcher, après on a mis en place la course à pied. Et il y en a, par exemple, il y a des élèves qui font plutôt du home gym, mais l'important c'est de faire un sport que t'aimes. Par exemple, j'ai certains de mes élèves qui font de la natation, on a fait en sorte de prévoir les transports, etc., de choisir la piscine la plus proche, de faire en sorte que tout fonctionne bien pour qu'ils puissent faire de la natation, parce que si tu les obliges à faire de la course à pied, c'est fini, ils vont pas le faire, ça va être une mauvaise idée. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a mis l'hygiène de vie en place, on s'attaque à la méthode de travail. Et là, l'étape 1, c'est faire l'inventaire de ce que tu dois faire. Vous êtes 3 à vous lancer dans les révisions et vous savez même pas le nombre de cours à faire. Par exemple, là, rien qu'il y a 2 jours, j'étais en coaching avec une étudiante, je lui ai dit, ok, combien de cours tu as fait, sur combien de cours tu dois avoir au total? Et elle m'a sorti, je crois que à peu près, j'en suis à 60, il me reste à peu près 50-60 cours à voir. Je dis, ok, bah, tu me dis à peu près, c'est que tu l'as pas calculé. Donc vas-y, maintenant, sors-moi tout de suite les chiffres, on sort les cours, on voit ensemble. Et en fait, elle s'était trompée de 20 cours. Donc là, ça crée des mauvaises surprises. Il faut absolument que tu le saches concrètement. Donc on fait une liste complète des tâches à réaliser. Ensuite, étape 2, c'est on met en place une date limite. Et la date limite, c'est quoi? C'est toujours se laisser de la marge avant l'examen. Si l'examen est le 31 août, tu vas pas faire un programme qui va jusqu'au 31 août. Parce que il suffit qu'un jour tu te sentes mal, tu tombes malade et tu as un empêchement et c'est bon, ton programme est foutu. Donc on met au moins une marge d'une semaine, comme ça on est tranquille. Et après, on a l'étape 3, c'est répartition des découvertes. Donc là, c'est tout simple, on l'a déjà vu avant, c'est la quantité de cours divisée par le nombre de jours entre aujourd'hui et la date limite que tu t'es fixée. Aussi, j'ai des étudiants au début qui veulent absolument faire 10 découvertes par jour parce que comme ça permet de finir le programme 3-4 semaines à l'avance. Mais ça sert à quoi de finir ton programme 3-4 semaines à l'avance si à cause du taux de découverte trop élevé au quotidien, tu peux pas faire de rappel. Donc tu fais pas de rappel, tu fais toutes tes découvertes tous les jours et à la fin de ton programme, bah, tu as oublié les premiers cours, donc tu repars à zéro, ça sert à rien. Vaut mieux diviser le nombre de découvertes, l'étaler sur une plus longue période et permettre de faire des rappels au quotidien. Je te rappelle que les rappels, c'est ultra important. Donc étape 4, la stratégie des rappels. Là, on ne peut pas faire la méthode DJ habituelle. La méthode DJ, ça s'étale sur des semaines et des semaines, des mois et des mois. Là, on avait moins d'un mois pour les examens. Donc on n'a pas fait 40 000 rappels. Je vois trop de gens pareils qui se disent, bon, j'ai moins de temps, donc je vais condenser les rappels. C'est pas une bonne stratégie parce que tu vas faire trop de rappels, ça va te surcharger. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a visé 2 rappels complets, ça suffit. Donc le rappel complet, c'est quoi? C'est lecture de cours, exercice, correction. Bien sûr, c'est pas dans cet ordre-là, c'est déjà les exercices, la correction, les lectures de cours. On a mis les exercices encore plus tôt. Donc avant, dans la vidéo, par exemple, sur la méthode de mémorisation, je t'ai dit qu'il fallait commencer les exercices dès le premier rappel. Là, on les a mis encore plus tôt, on les a mis dès la découverte parce qu'on n'a pas énormément de temps, il faut aller faire les exercices tout de suite. Et on a démarré Anki beaucoup plus rapidement. Pareil, je dis tout le temps de commencer les flashcards à partir du deuxième, premier, vraiment dans certains cas, rappel. Là, on les a commencé vraiment dès le début. Ok, donc voilà le plan d'action. On a vu qu'il y avait à peu près 12-13 cours à avoir. Et on a fonctionné par tour. Parce qu'en faisant 4 cours par jour, on s'est rendu compte que c'était réaliste parce que les cours sont à peu près tous de la même taille et c'est pas des cours de 50-60 pages où si tu en fais 4 par jour, ben tu es déjà surchargé. Donc on a pu se limiter à 4 par jour et c'est bien parce que ça évite la surcharge. Je te rappelle qu'il y a les rappels qui vont arriver bientôt. Si tu fais 8 cours par jour, c'est des blocs de 8 cours qui vont s'ajouter à chaque fois. Le premier tour, on a fait une lecture de cours puis les annales associées. On ne va pas commencer directement les annales sur des cours que tu connais absolument pas. Donc on a commencé les exercices dès le début, lecture du cours puis les exercices. Et à partir du deuxième tour, on a fait les annales puis la lecture. On a inversé le cycle, d'accord? Parce que là, en faisant les annales au début,
on se rend compte de la vraie rétention par rapport à la dernière lecture du cours. Si tu fais de la lecture du cours puis des exercices et que tu as une bonne note aux exercices, tu peux te faire tromper parce que tu vas croire que tu as une bonne rétention alors que c'est juste parce que tu avais fait une lecture juste avant, donc c'est de la mémoire à court terme. Et là, on a commencé directement les flashcards en mettant les erreurs en QCM. Toutes les erreurs qu'elle faisait, on les a mis dans les flashcards pour ensuite que ça puisse la suivre au quotidien. Donc la journée, elle avait les découvertes, les rappels, les exercices et les flashcards. C'est bon, la journée est prédéfinie, il n'y a pas à réfléchir, tu sais ce que tu dois faire, tu as la liste, tu enchaînes et c'est parti. Donc on a commencé en douceur avec un planning de la journée pas trop violent, d'accord? Parce que ça sert à rien de se dire avant je me réveille à 8h et dès le lendemain je vais me réveiller à 6h. Non, on commence tranquillement par 7h, voire même 7h30. On met les choses en place, on commence par les 4 cours plus les 4 annales associées. On prend une bonne pause à midi, on fait même une sieste pour pouvoir bien rattaquer l'après-midi. Parce que je te rappelle que l'après-midi, elle avait plus de mal pour réviser. Donc on a mis une sieste stratégique pour qu'elle puisse reprendre de l'énergie et qu'elle puisse augmenter sa productivité l'après-midi. Et on sait qu'à partir de 17h, son attention est foutue. Et bien on a arrêté à 17h. Et ça lui a fait de 17h à 23h en sas de décompression. Tu te rends compte? 6 heures, ça, c'est pas tout le monde. Il y a certains étudiants, on met 2 heures, certains étudiants, on met qu'1 heure. Ceux qui sont en prépa, par exemple, dans mes étudiants ou ceux qui sont en école d'ingénieur et qui ont cours tous les jours de 8h à 18h30, c'est sûr qu'on peut pas faire 6 heures de sas de décompression. Là, on s'arrange avec le week-end, on prend des jours off, etc. Elle, on a préféré mettre plus de temps de repos tous les jours et enlever des jours off. Comme ça, elle a un meilleur équilibre. Donc, le coucher à 23h et ça peut faire 8 heures de sommeil. On a débuté comme ça et après, en fonction des premiers résultats, des premiers feedbacks, on modifie, on améliore. Donc, qu'est-ce que ça donnait? Eh ben, un plan d'action n'est pas suffisant. Il faut ensuite un suivi. C'est pas parce qu'on fait un plan d'action que tous les jours vont être exactement parfaits, tous les mêmes, etc. On a des variations au quotidien, des variations entre notre humeur, notre fatigue, notre manière de voir les choses, l'avancée dans le programme, les premières notes qu'on a, si on se prend des bâches, comment on réagit, etc. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un suivi au quotidien, un feedback, un moyen de faire des bilans. Ça, si tu n'as personne pour le faire avec toi, soit tu trouves des potes avec qui vous faites vos bilans de la journée, mais il faut que vous soyez quand même assez malin entre vous pour pouvoir critiquer la journée des autres, soit tu te le fais tout seul avec un carnet et tu fais tes feedbacks au quotidien. Donc là, on a fonctionné par un système de bilan qu'elle devait me faire tous les jours et moi, je relevais les points importants, je faisais une vidéo personnalisée où je lui expliquais ce que je pensais de ce qu'elle faisait et comment améliorer pour le lendemain. Et là, tu peux voir dans le premier bilan, la matinée passe super vite, on change de mesure du temps où les journées sont longues, chiantes, on en a marre, on sait pas, on a envie d'en finir, on n'a pas envie de commencer la journée du lendemain. Et là, les journées, en fait, non, elles passent super vite parce que le travail est ultra condensé et tu as une liste de choses à faire, il faut y aller, il faut envoyer. Donc, elle a fait les QCM dès le début, les QCM avant le cours. Là, pareil, elle finit le cours et elle suit par les QCM. Là encore, on peut voir des QCM et au début, c'est mitigé. Et c'est normal parce que les exercices, c'est pas seulement pour évaluer ta connaissance, c'est aussi pour apprendre. Et c'est pour ça que c'est important de les faire ultra rapidement parce que c'est un moyen d'apprendre. Donc, tu vois qu'au début, il y a des propositions assez spécifiques qu'elle connaît pas parce qu'elle vient de voir le cours. Elle vient de le voir, elle peut pas tout connaître et c'est normal. Mais ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, tu peux voir que dans la globalité, je suis super contente de la journée, je me sens pas essoré et j'ai presque l'impression d'avoir rien fait. Donc, elle a travaillé beaucoup plus, elle a fait beaucoup plus de tâches, mais elle a quand même l'impression d'avoir moins travaillé. Et ça, c'est parce que tout est bien condensé, tout est bien organisé. Donc, moins de temps de travail, confrontation rapide aux exercices, satisfaction de la journée. Ça, c'est ultra important parce que si tu n'es pas satisfait de ta journée, tu n'as pas envie d'affronter celle du lendemain. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, on est plusieurs jours plus tard. Donc là, on était le 9, on passe au 12. Et tu vois qu'il y a eu le cinéma. C'est-à-dire que dès le premier jour, on a fait « Ok, c'est bon, tu maîtrises ta journée, on se donne un cinéma à faire. » Donc je me rappelle, c'était le lundi soir. Comme je t'ai dit au début, il n'y avait pas de temps avec son compagnon, etc. Donc je les ai envoyés au cinéma. On a fait en sorte de bien intégrer ça dans la journée et bien intégrer ça dans son programme. Et elle a pu y aller. Alors au début, forcément, il y a un peu de stress. Est-ce que c'est une bonne chose d'y aller, etc. Mais comme tu peux voir, film de 3 heures, elle a pu rentrer à la maison et dormir à l'heure. Au début, elle n'était pas à l'aise à l'idée de se confronter aux exercices, mais immédiatement au début. Les 2 derniers jours de J0, j'avais perdu cette sensation désagréable. Donc au début, elle avait la sensation désagréable de se confronter aux exercices parce que c'est normal, tu te prends des bâches et c'est le but. Mais après, elle perd cette sensation de désagréable parce qu'au final, personne ne voit quand je connais pas la réponse. Ok, c'est toi et toi-même devant ta feuille. Et comme tu l'as dit, c'est plus facile de corriger les tirs si je vois à l'avance que je ne fais pas bien. Ça sert à quoi de repousser les exercices à la fin? Imaginons que tu arrives une semaine avant l'examen et ça y est, tu commences à faire les annales. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, qu'en fait tu connais pas bien tes cours, bravo, il te reste plus qu'une semaine pour rectifier le tir et c'est une mauvaise chose. Et donc, ça change aussi la
façon d'aborder le cours parce qu'elle visualise mieux les attentes des professeurs à l'examen. Donc comme elle s'est confrontée très rapidement aux annales, quand elle est retournée au deuxième tour sur les cours, elle a beaucoup mieux visualisé les attentes et même les nouveaux cours qu'elle découvrait, elle avait en tête la manière de penser des profs. C'est beaucoup plus bénéfique. Donc loisir en pleine période de révision, oui c'est possible, et même aller au cinéma, pas de culpabilité, feedback rapide sur son programme et une meilleure visualisation des attentes. Donc ensuite on va encore plusieurs jours plus tard, et là qu'est-ce qui se passe? Le coucher, tu te rappelles, il était à 23h au début, et maintenant il est à 22h. Donc, et elle se réveille le matin en forme à 6h45. Donc on a gratté 1 heure le matin en plus, et on a gratté 1 heure le soir. Comme je t'ai dit, on n'a pas fait ça dès le début. Je n'avais pas dit jour 1, réveille-toi plus tôt. Donc elle était passée de 8h à 7h. Ok, et ça on l'a fait progressivement. Tu vois qu'au début, ici, j'avais mis réveil à 7h le matin, mais on n'a pas foncé dedans tout de suite. On a mis ça progressivement. Et pareil, on avait mis 23h le soir, parce que tu ne peux pas changer de rythme d'un coup, d'un claquement de doigts. Donc on a gratté 1 heure de sommeil en plus, progressivement. Là, on est encore plusieurs heures plus tard, ça devient de plus en plus automatique, plus de réflexion, c'est bon, je connais mieux le cours, les résultats sont meilleurs, et elle connaît son cours, elle sait cibler son cours au paragraphe ou à la ligne près, ok? Donc quand elle fait une erreur, elle sait exactement où est son erreur dans le cours quand elle corrige. Donc sommeil bien réglé, elle est en mode automatique, il y a une bonne connaissance des cours, et il y a une vision laser sur ses cours, tu sais exactement où chercher les infos. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Et bien à la fin, elle fait son examen, elle arrive là-bas totalement sereine, elle est même excitée de recevoir les résultats, elle a eu sa note, c'est sa meilleure note de toute l'année, toute matière confondue, et on a mis moins d'un mois pour y arriver. On est passé de 6/20 à 18,5. Ok? Donc, ça prouve bien que c'est pas toi, mais ta méthode qui est débile. Et je te rappelle qu'il y a les liens en description. Tu peux prendre rendez-vous si tu veux rejoindre l'accompagnement, ou alors si tu veux simplement recevoir la newsletter avec mes conseils exclusifs toutes les semaines.